Bonjour et bienvenue. La santé, on a tendance à y penser de manière très personnelle, n'est-ce pas? Un rendez-vous chez le médecin, une ordonnance, mais imaginez qu'on change complètement de perspective, qu'on zoome en arrière pour regarder la santé, non pas d'un individu, mais de toute une population. C'est exactement ça, la santé publique, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre, tout part de deux questions qui semblent proches, mais qui ouvrent sur deux mondes totalement différents. D'un côté, la santé individuelle, celle du médecin, qui se demande de quoi souffre ce patient ici maintenant, et de l'autre, la santé publique, qui pose une question beaucoup plus vaste, pourquoi est-ce que cette population tombe malade? On passe du quoi au pourquoi, et de l'individu au groupe. Et ça change absolument tout. Voilà, on entre dans notre première partie, santé, individu contre population. L'idée, c'est de bien comprendre ces deux lentilles, ces deux manières de regarder le bien-être. Et ce qui est intéressant, c'est que la définition de la santé, elle, ne change pas. L'OMS nous dit que c'est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Ce n'est pas juste ne pas être malade. Et cette idée, elle s'applique parfaitement qu'on parle d'une seule personne ou de millions de gens. Regardons ce tableau, il résume ça très bien. L'objet d'étude, on passe de l'individu à la population. Logique. Le but, on ne cherche plus seulement à guérir, mais surtout à prévenir. L'action est donc préventive, pas seulement curative. Et forcément, les outils ne sont plus les mêmes. On laisse le stéthoscope de côté pour prendre des outils comme l'épidémiologie, c'est-à-dire la science qui étudie la santé des populations pour comprendre les grandes tendances. Ok, donc comment on fait, concrètement? Comment les acteurs de la santé publique s'y prennent-ils pour améliorer la santé de tout un pays? Eh bien, il ne s'agit pas d'improviser. Il y a une véritable feuille de route, un processus bien défini. Et cette feuille de route, la voici. Elle tient en 4 grandes étapes. C'est un peu la colonne vertébrale de toute action de santé publique. 1. On identifie le problème. 2. On définit les priorités et les objectifs. Pas question de se disperser. 3. On choisit les bonnes interventions et on planifie tout. Et 4. Évidemment, on met en place et surtout on évalue pour voir si ça a marché. C'est une boucle en fait. Une approche super logique pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Allez, on zoome sur la toute première étape, parce qu'elle est absolument cruciale. Identifier le vrai problème. Comment fait-on pour savoir ce dont une population a réellement besoin? Alors, il y a plusieurs types de besoins. D'abord, ce qu'on appelle les besoins latents. Pensez-y comme à des problèmes invisibles, des bombes à retardement. Personne ne les a encore vus, ni la population, ni même les professionnels. Le boulot de la santé publique, c'est de jouer les détectives et de les trouver grâce à la surveillance, avant que ça ne devienne grave. Après, il y a les besoins ressentis. Là, ça commence à se voir, à se sentir. Les gens se disent « Tiens, c'est bizarre, on est beaucoup à être très fatigués dans le quartier ». Le problème n'est pas encore une demande officielle, mais il y a un sentiment partagé que quelque chose cloche. Et finalement, on arrive aux besoins exprimés. Là, c'est clair et net. La population a non seulement identifié le problème, mais elle demande une solution. C'est le cas de parents qui signent une pétition pour un centre de vaccination, par exemple. La demande est sur la table. L'action de santé publique peut alors y répondre directement. Bon, le problème est identifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut choisir la bonne intervention, piocher le bon outil dans la grande boîte à outils de la santé publique. L'un des outils les plus puissants, c'est la prévention. Mais attention, il n'y a pas une, mais plusieurs préventions. D'abord, la primaire. On agit avant même que la maladie n'apparaisse. Le vaccin, c'est l'exemple parfait. Ensuite, la secondaire. On veut trouver la maladie le plus tôt possible. C'est le dépistage. La tertiaire, c'est quand la maladie est installée et qu'on cherche à éviter les complications. Et il y a même la quaternaire, qui vise à protéger les gens contre un excès de médecine, contre les traitements inutiles. Et ça, c'est un point absolument clé. La santé, elle ne se fabrique pas à l'hôpital. L'hôpital, il répare. La santé se construit partout à l'heure, dans les écoles avec l'éducation à la santé, dans les champs avec une nourriture saine, dans nos villes avec des logements de qualité et de l'eau propre. Tout est lié. C'est ce qu'on appelle l'approche intersectorielle. La santé, c'est vraiment l'affaire de tous. Après la théorie, passons à la pratique. Et pour ça, on va regarder un cas d'école absolument fascinant, la transformation sanitaire de l'Algérie. C'est une histoire incroyable de ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Imaginez. En quelques décennies seulement, le visage de la santé en Algérie a complètement changé. Avant les années 90, les grands ennemis, c'étaient les maladies infectieuses, la tuberculose, le paludisme. Puis, tout bascule. Et en 2005, le paysage est méconnaissable. Le défi numéro 1, ce sont devenus les maladies chroniques, le diabète, les maladies du cœur. Et le résultat de tout ça? Il est spectaculaire. Toute cette politique de santé publique, l'hygiène, les vaccins, la prise en charge des mères et des enfants, a eu un effet direct sur l'espérance de vie. On est passé de moins de 50 ans au lendemain de l'indépendance à plus de 76 ans aujourd'hui. C'est un gain de plus de 25 ans de vie. C'est absolument énorme. Ce graphique, il est sans appel. Il montre noir sur blanc cette inversion totale.
Regardez, en 2005, les maladies chroniques représentent plus des 3/4 du fardeau des maladies. C'est un renversement complet. Et ça, c'est le fruit de deux choses. Le développement du pays, bien sûr, mais aussi le succès incroyable des politiques de santé publique contre les maladies infectieuses. Mais, parce qu'il y a un mais, ce succès phénoménal apporte avec lui un tout nouveau type de défi. Gérer des maladies chroniques, ça demande des soins sur le long terme, c'est complexe et ça coûte très cher. Alors la grande question pour l'avenir, c'est celle-ci. On vit plus longtemps, c'est une victoire, mais à quel prix ? Quel est l'impact sur la qualité de vie et comment nos systèmes de santé peuvent-ils supporter ce coût ?